Dans les coulisses des grandes maisons, les secrets les plus sombres se tissent dans le silence. Voici comment le destin de Boubacar a basculé. Trahi, accusé, humilié, jusqu'à tout perdre. Entrez dans l'épisode où le piège se referme et où commence sa descente aux enfers. Dans les coulisses d'une maison jadis paisible, un piège invisible se met en place. Aïda tisse ses mensonges, goutte à goutte, jusqu'à briser la confiance bâtie pendant des années. Un soir, tout bascule. Boubacar, fidèle chauffeur et homme de confiance, est chassé comme un intrus. Puis vient l'accusation, vol, trahison, les bijoux retrouvés dans son sac. Les menottes se referment sous les regards des voisins, sa femme s'effondre. Sa vie vient de basculer. Les journées avaient changé de goût dans la maison. Là où régnait autrefois une routine paisible, s'immisçaient désormais des tensions subtiles, comme un bruissement sourd sous la surface. Aïda avançait sa stratégie à pas feutrés. Elle savait que la moindre parole glissée au bon moment, le bon soupçon semé habilement, suffirait à défaire des années de confiance. Boubacar est devenu négligent, il rentre tard, il parle mal aux domestiques, il n'est plus le même, murmura-t-elle au vieil homme, avec la douceur d'un poison administré goutte à goutte. Au fil des semaines, ces insinuations firent leur œuvre. Les petites frictions qu'elles provoquaient, les remarques à demi-voix, finirent par user la patience de Papa Moussa. L'homme s'éloigna peu à peu du chauffeur qu'il avait connu. Jusqu'au soir décisif où Aïda exagéra une plainte, un détail anodin qu'elle transforma en motif de colère. « Tu as changé, Boubacar. Je ne te reconnais plus, » dit enfin Papa Moussa, la voix nouée, le regard dur. « Je crois qu'il est temps pour toi de partir. » Boubacar resta figé. Dans la pièce, la poussière semblait retenir son souffle. Il croisa le regard d'Aïda, dans ses yeux brillait une lueur froide, implacable. Il sut, en ce regard, qu'il venait de perdre. Sans bruit, il prit son sac. Il tenta d'expliquer, de plaider, mais ses mots se heurtaient à la décision déjà prise. La porte claqua derrière lui. Il quitta la villa comme on quitte un monde dont on a été brusquement exclu. À peine la porte refermée, Aïda simula l'effroi. « Papa Moussa !» cria-t-elle en traversant la maison, la voix étranglée. « Mes bijoux. Ils ont disparu. » Elle feignit la recherche fébrile, renversa les tiroirs, pleura avec mesure. Puis, d'un geste paniqué, elle ajouta. « C'est Boubacar, il est le seul qui est sorti. Je dois le suivre. » Papa Moussa, secoué, retint son épouse d'un mouvement. « Non. Attends. » dit-il, la voix tremblante. « J'appelle la police. » Il composa le numéro, parlant d'une voix basse mais ferme. En quelques minutes, des policiers étaient devant la maison, puis ils prirent la route vers le domicile de Boubacar, Aïda à leur côté, déterminée. Devant la petite porte de son logement, la scène prit l'allure d'un supplice public. Voisins, femmes au regard curieux, enfants qui détournaient les yeux. Boubacar, qui parlait encore à sa femme, expliquait l'incompréhension, la décision, la honte, l'étonnement. La voiture de police s'arrêta. Aïda descendit, le visage figé dans la douleur consumée. Elle accusa haut et fort. « Boubacar, tu as volé mes bijoux avant de partir. » Un des policiers, d'un geste professionnel, demanda l'ouverture du sac. Les doigts de Boubacar tremblaient, il obéit. Le collier, les bracelets, les boucles brillèrent à la faible lumière du soir. Un cri traversa la ruelle, la femme de Boubacar, voyant les bijoux, perdit pied. Elle tomba en convulsions, prise d'une crise nerveuse que les voisines tentèrent d'étouffer. Boubacar hurla son innocence, mais déjà les menottes se refermaient sur ses poignets. Les voisins chuchotaient, certains levèrent le doigt pour pointer du nom, d'autres détournaient le regard, honteux. Aïda resta droite, immobile, la douleur peinte sur le visage, tandis qu'en elle la satisfaction se mêlait à une froideur implacable. Tout s'était déroulé comme prévu. Le piège qu'elle avait bâti patiemment venait de se refermer. Si cette histoire vous touche, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir la suite du parcours de Boubacar. Ensemble, faisons connaître cette vérité. Au tribunal, la salle est pleine, mais Boubacar est seul. Aïda joue la victime, Papa Moussa détourne les yeux. Malgré ses protestations, le verdict tombe, 5 ans de prison. La dignité d'un homme détruite en quelques minutes. La salle du tribunal était lourde d'une chaleur étouffante et d'une curiosité malsaine. Les bancs grinçaient sous le poids des voisins venus assister à la chute du chauffeur de Papa Moussa. Pas de femme à ses côtés cette fois. Depuis la crise qu'elle avait faite au moment de l'arrestation, elle avait été transportée d'urgence à l'hôpital et n'avait plus donné de nouvelles. Boubacar, seul, avait l'air d'un homme déjà brisé. 3 ans qu'il travaillait pour le vieil homme, 3 années de trajet, de service fidèle, et aujourd'hui il se retrouvait là, menotté, le regard vide. Il revoyait sans cesse la scène de son arrestation, la voiture de police, les bijoux dans son sac, sa femme qui s'effondre dans la cour.
Cette image le hantait plus encore que les barreaux. À la barre, Aïda se tenait droite, vêtue d'un boubou sombre. Elle incarnait la dignité blessée, l'épouse trahie. Papa Moussa, assis derrière elle, gardait les yeux baissés, incapable de soutenir le regard de son ancien chauffeur. L'avocat de Boubacar tenta de plaider la bonne foi. « Monsieur le Président, mon client n'a jamais été condamné pendant ses 3 années de service auprès de Monsieur Moussa. Il nie farouchement toute implication. Nous demandons des analyses, des empreintes, un examen complet du sac. » Le procureur intervint aussitôt. « Votre honneur, les faits sont clairs. Des bijoux de grande valeur retrouvés dans son sac quelques minutes après son départ. Ajoutez à cela un passé trouble et l'affaire est close. Cet homme n'est pas une victime. » Le juge se tourna vers Aïda. « Madame, racontez-nous ce qui s'est passé. » Elle se leva, ses mains jointes, ses yeux humides. « Votre honneur, je n'arrive toujours pas à y croire. Boubacar était comme un grand frère pour nous. Mais il venait d'être renvoyé par mon mari et juste après, mes bijoux avaient disparu. Il était le seul à être sorti de la maison. » Dans la salle, des murmures d'approbation montèrent. Le portrait d'un employé de confiance devenu voleur se consolidait. Le juge fixa Boubacar. « Avez-vous quelque chose à ajouter avant le verdict ?» Boubacar se leva. Sa voix tremblait, mais il parla. « Je n'ai rien pris. On m'a piégé. 3 ans de loyauté, et voilà ma récompense. Je n'ai même pas pu revoir ma femme, elle est à l'hôpital à cause de tout ça. Je jure devant Dieu que je suis innocent. » Ces mots retombèrent dans un silence lourd. Même Papa Moussa, impassible, ne leva pas les yeux. Le verdict arriva en fin d'après-midi. Vu la gravité des faits et les antécédents de l'accusé, le tribunal le condamne à 5 ans de prison ferme, déclara le juge d'une voix sèche. Boubacar ferma les yeux. Dans sa tête, une seule pensée. Elle m'a eu. Elle m'a détruit. Et elle a détruit ma femme aussi. Les gendarmes s'approchèrent, lui passèrent les menottes. Alors qu'il franchissait la porte, il croisa le regard d'Aïda. Elle soutint son regard une fraction de seconde, puis détourna les yeux comme si tout cela la dépassait. Mais au fond de ses pupilles, il crut voir passer une lueur glaciale. À l'extérieur, la foule attendait derrière les barrières, mêlant murmures, indignation et curiosité. Boubacar monta dans le fourgon, seul. Sa vie venait de basculer pour de bon. Derrière les barreaux, commence l'humiliation, coups, insultes, nuits interminables. Pourtant, au milieu du chaos, une main se tend. Cierno, le vieux détenu, lui apprend la patience et la prière. Boubacar découvre qu'il peut encore tenir. Le fourgon roulait depuis des heures à travers la ville, cahotant sur les pavés. À l'intérieur, Boubacar, menotté, fixait un point invisible. Chaque virage lui donnait la nausée. Dans ses oreilles résonnaient encore les cris de sa femme lorsqu'on l'avait trouvé au sol, puis l'écho sec du verdict du juge. 5 ans. 5 ans dans une cage. Et elle, à l'hôpital. Quand le véhicule s'arrêta, une grille haute comme un mur d'usine apparut, surmontée de barbelés. Des silhouettes en uniforme attendaient, matraque à la main. L'air sentait la sueur, la poussière et la peur. Boubacar sentit son ventre se nouer. La prison, il la connaissait déjà par les récits, aujourd'hui elle devenait son horizon. Descend, aboya un gardien. Il posa le pied sur le sol, vacillant. Tout de suite, un autre agent lui arracha sa ceinture et ses lacets. On le poussa dans un couloir sombre, au sol humide. Les cris d'autres détenus montaient des cours intérieures, un mélange de rage et de désespoir. On l'enferma dans une cellule collective. Les murs étaient fissurés, l'air saturé d'humidité. Une dizaine d'hommes étaient déjà là, certains couchés à même le sol, d'autres fumant en silence. Les regards se posèrent sur lui, lourds, méfiants. Un détenu au visage marqué s'approcha et murmura. « Nouveau ». Boubacar hocha la tête, muet. Les premiers jours furent un supplice. On le traita comme un récidiviste dangereux. Les gardiens le frappaient pour un rien, les autres détenus lui volaient sa ration. Ses lettres envoyées à l'hôpital restaient sans réponse. Les nuits étaient longues, rythmées par les cris, les insultes et les bruits de chaîne. Il s'endormait avec l'image de sa femme branchée à une perfusion, se réveillait en sueur, le cœur battant. Un soir pourtant, dans la cour de promenade, il croisa un vieil homme au visage doux et aux yeux calmes. Les autres le respectaient, l'appelaient Cierno. Assis sur un banc, ce dernier l'invita d'un geste à s'asseoir. « Tu as l'air de porter un fardeau trop lourd », dit-il d'une voix grave mais apaisante. Boubacar, d'abord sur la défensive, finit par parler. Sa voix se brisa, mais il raconta tout, l'accusation, sa femme, son fils perdu. Cierno l'écouta sans l'interrompre, puis posa une main sur son épaule. « Tiens bon. La patience et la vérité finissent toujours par remonter à la surface. Ne laisse pas la haine te consumer. » Cette rencontre devint son fil d'Ariane.
Les soirs suivants, Cyrno lui enseigna des prières, des lectures, une discipline de respiration. Petit à petit, au milieu des humiliations et des privations, Boubacar trouva un minuscule espace de calme, le seul endroit où il pouvait encore respirer. La prison continuait de l'écraser, mais dans ce chaos, une graine avait été plantée. Et elle allait grandir. Mais la tragédie frappe encore, la mort de son épouse, puis celle de sa fille. Il ne reste plus qu'un fils, quelque part, peut-être. Cette flamme fragile devient sa seule raison de survivre. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'un homme brisé. C'est l'histoire d'une résistance silencieuse, d'une foi qui refuse de mourir, d'une quête obstinée pour la vérité et la justice. Les saisons passaient derrière les barreaux comme des ombres. Les jours se ressemblaient, réveil brutal, fouille, ration maigre, odeur métallique de la cour. Boubacar vivait dans une routine d'humiliation, mais il tenait encore grâce au conseil du vieux Cyrno. Chaque soir, il écrivait à sa femme. Des lettres tremblaient, parfois mouillées de larmes. Il ne recevait jamais de réponse, mais il continuait. Il y mettait sa foi, son dernier fil d'espérance. 15 jours après son incarcération, un gardien l'appela sèchement. « Toi, viens. » Il le conduisit dans un petit bureau administratif. Là, un fonctionnaire lut un courrier d'une voix neutre. « Votre épouse, Madame Mariam B., est décédée cette nuit à l'hôpital. Longue maladie. Enterrement aujourd'hui. » Boubacar sentit son corps se dérober. Il resta figé, incapable de plairer. C'était comme si on avait retiré l'air de ses poumons. Il serra les poings, cherchant à respirer. Aucun congé, aucune sortie. Il était condamné à apprendre la mort de sa femme par une simple note. Cette nuit-là, il se recroquevilla sur sa paillasse, le visage enfoui dans ses mains. Cyrno resta à ses côtés, récitant des versets doucement. « Tiens bon, frère. Tiens bon. » Le temps passa. Boubacar continua à travailler en cuisine et à se plier aux corvées. Les humiliations n'avaient plus d'effet. Il était devenu une silhouette maigre, un fantôme discipliné. 2 ans plus tard, un nouveau courrier arriva, porté par un surveillant qui n'osait même pas le regarder. « Votre fille, Fatou, décédée, fièvre soudaine, pas de survivants dans votre foyer. » Cette fois, Boubacar tomba à genoux. Ses mains tremblaient. Il n'y avait plus de voix, plus de cris. Juste un souffle rauque. Cyrno posa une main ferme sur son épaule. « Dieu t'éprouve, mon frère. Mais ton fils vit quelque part. Tu le retrouveras. » Dans la cellule plongée dans l'ombre, Boubacar pria jusqu'à l'aube. Des heures entières, les yeux fermés, les mains levées. Dans ses prières, il ne demandait plus la liberté. Il demandait la force de survivre, la patience, un jour, la vérité. Les nuits suivantes, il rêvait de visages. Celui de sa femme lui souriant avant de disparaître, celui de sa fille courant vers lui puis s'évaporant dans la lumière. À chaque réveil, ses joues étaient mouillées. Mais quelque chose, au fond de lui, refusait de mourir. Une flamme minuscule, mais indestructible, retrouver son fils et comprendre. Le piège est désormais refermé. La loyauté de Boubacar a été brisée, sa vie bouleversée, son honneur sali. Mais ce n'est que le début d'un combat plus grand, celui pour la vérité, la justice et la reconstruction. Si cette histoire vous touche, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir la suite du parcours de Boubacar. Ensemble, faisons connaître cette vérité.